pour la dernière ligne droite, on va parler du Togo. Le Togo a enregistré plus de 24 000 cas de Covid-19 et 209 décès. Vu la recrudescence du nombre de nouveaux cas, le gouvernement a été autorisé à proroger l'état d'urgence sanitaire dans le pays jusqu'en septembre 2022. Chris, c'est une bonne chose. Ben, bien entendu. Bien entendu. Oui. C'est-à-dire qu'il faut lire le texte dans son contexte. C'est-à-dire qu'il faut lire le texte dans son environnement et voir quelle est la situation qui prévaut pendant qu'on prend telle ou telle décision. Vous savez, qu'est-ce que le Togo a mieux à faire que de proroger l'état d'urgence alors même qu'il y a recrudescence de la maladie. Lorsqu'on prenait déjà, l'état d'urgence intervenait déjà il y a, je crois, 1 an, parce que au départ, c'était pas 1 an, je crois que c'était 6 mois, quelque chose comme ça. Après, on a prorogé, ensuite on a donné 1 mois. Déjà, à l'époque, le Togo, il n'y avait pas 209 morts. Ce nombre si élevé de malades. Et puis, il n'y avait pas cette recrudescence de la contamination. Mais aujourd'hui, le Togo est à une étape de cette maladie telle que tout le monde craint. Aujourd'hui, la mort par Covid entre dans les familles. Avant, on avait l'impression que c'est vague, c'est éthéré, et le contour même du sujet était flou. Certains estimaient même que c'est pour des besoins des politiques qu'on parle de Covid. Il y a même des hauts responsables ici qui avaient nié, qui étaient dans la négation, dans un négativisme, qui disait que le Covid n'existait pas. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence, parce que aujourd'hui, chaque membre d'une famille peut parler de Covid, parce que les morts se rapprochent de la base. Avant, on entend parler de la chose ailleurs. Aujourd'hui, on entend parler de la chose des morts dans le voisinage. C'est-à-dire, ça veut dire que la maladie est en train de progresser, de partir du sommet, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça effraie aujourd'hui. Donc, vous savez, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une situation telle que l'Assemblée ne peut qu'autoriser le gouvernement à pouvoir prendre des lois spéciales, c'est-à-dire des dispositions particulières, sans passer par l'Assemblée, parce que le temps même de passer par l'Assemblée, de réunir les députés pour prendre certaines décisions du point de vue sanitaire, je veux dire. Oui. Donc, on veut éviter passer certaines étapes pour aller vite. Je crois que c'est de cette façon que l'état d'urgence s'analyse, s'explique. Donc, si tel est le cas, je crois qu'au moment où nous vivons la recrudescence de la maladie, au moment où on est revenu dire qu'il faut fermer les églises, fermer les bars, fermer tous les lieux de regroupement où les gens peuvent s'échanger ce virus-là, et lorsque le terme parce que l'état d'urgence courait jusqu'à récemment, alors que nous arrivions au terme d'un état d'urgence décrété, il n'y a pas mieux à faire que de proroger. Surtout que pendant ce qu'on a vécu jusqu'ici, l'État n'a pas eu à prendre des lois contre la population, mais toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre de cet état d'urgence, c'était au bénéfice du peuple de Un grand journaliste, Francisco Nakokura, va nous expliquer plus l'état d'urgence sanitaire. Non, est-ce que je suis un grand journaliste? Je ne suis qu'un observateur, modeste observateur. Eh bien, selon moi, malheureusement, la Covid ou le Covid, puisque le genre est partagé maintenant, est devenu un cache-sexe pour les gens. Parce que, soyons sérieux, moi j'aurais voulu que lorsque la PM se présente devant l'Assemblée nationale, qu'elle puisse nous faire, disons, le bilan de ce qu'elle a fait pendant 1 an. C'est-à-dire que gouverner autrement... Est-ce que tu l'as écouté? Excusez-moi, gouverner autrement, parce que, au fait, aujourd'hui, lorsque elle a fini son passage à l'Assemblée nationale, seules ces menaces à l'encontre de la population sont restées dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit d'autre, les gens n'ont pas trouvé de la valeur en ça. Ce n'est pas parce qu'on a voulu prendre une partie. Ce n'est pas parce qu'on a voulu, parce que lorsque vous allez... Pour juger de tout. La communication, c'est un tout. Vous faites un passage
c'est le plus petit qui va vous noyer. Et c'est ça qui est en train de la noyer. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à son gouverner autrement? Augmenter les taxes, les péages, c'est tout? Faire peur aux populations togolaises? Est-ce que c'est ça le bilan? Non. Moi, je trouve que les gens ont finalement vu leur échec. Et tout le monde, pendant longtemps que le Togo, on a dit c'est la grève générale illimitée qui a tué le Togo. C'est l'état d'urgence. Les gens ont pris aujourd'hui la Covid-19 pour cacher leur compte performance. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais sont en train de souffrir énormément. On vient de l'évoquer même en début d'émission. Les Togolais souffrent, les gens meurent. Oui, l'état d'urgence. Oui, on parle de la Covid. 209, oui, ce on n'est parle pas... de la Covid-19. Ce n'est pas l'état d'urgence qui a entraîné 209 morts. On parle de la Covid-19. En moins de 2 ans, c'est 200 morts. Est-ce que vous saviez, le CHR Lomé Commune, par an, avant qu'on ne ferme le CHR Lomé Commune, pour en faire un centre de Covid, est-ce que vous savez combien de personnes mouraient au CHR Lomé Commune de maladies normales? peut-être. Mais est-ce que les morts de Covid, je vous ai dit ici que les morts du cancer, en 2020, ça faisait 8000 et quelques au Togo. En 2021, on est déjà à 3000 et quelques. On ne compte pas le paludisme. Une barre plus haute que les morts de celle de Covid-19. Que celle de Covid-19. On n'a pas parlé de tuberculose. C'est-à-dire que la tuberculose se contamine même plus vite que la Covid-19. Alors, donc, et la Covid, en principe, ou bien, en réalité, comme nous le disons, qui n'a pas, au fait, un traitement comme ça, sauf lorsque les cas sont des cas de détresse. Et les cas de détresse, c'est des gens qui souffrent de comorbidité avérée. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, lorsque les gens propulsent la Covid-19 et qu'on crée un groupuscule, d'accord, pour gérer des milliards de la Covid, c'est seulement on nous dit qu'on a dépensé tel, on a acheté tel, qu'on ne trouve pas. Si, parce que, non, on en a... Je crois qu'on devrait finalement parler de l'état d'urgence. Ceux qui le font, oui, c'est ce que j'ai dit, que l'état d'urgence d'un an, c'est qu'on vient de plonger encore le Togo, l'économie togolaise dans une incertitude. Et d'accord, et c'est l'incertitude. Et vous le pensez surtout à l'approche de la rentrée scolaire, quand il est à côté. Je dis, je ne suis pas contre l'état d'urgence. Je ne suis pas contre la lutte contre la Covid-19. Je ne suis pas contre toutes les mesures et les efforts que déploie le gouvernement. Mais je suis contre une chose, le non-accompagnement. Vous savez, rentrer à Tumitu, rentrer à Sédomé, rentrer à Sikakondi, à Kparatao, à Tindashe, rentrer à Palimé, à Kpadapé. Vous allez voir nos populations qui souffrent. Ils n'ont pas le minimum. Même quand on dit que les filets sociaux sont octroyés à des gens, je dis, le gouvernement doit prendre aussi des décrets, doit prendre doit tenir compte des souffrances des populations. Écoutez, laissons Novici. Novici a été sélective. Novici, écoutez, Novici a été sélective. Même ce qu'on est en train de faire pour les entreprises, c'est aussi sélectif. Parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont leur aux cartes opérateurs économiques, régime quitus fiscal, qui ont des marchés. Sur les 40 et quelques mille comment on appelle, entreprises créées, allez-y voir, à peine une cinquantaine ou une centaine ont un marché. Et les autres vont faire quoi? Or, entre-temps, ils ont déboursé de l'argent pour avoir les papiers fiscaux. Et quand l'année va finir, ils vont les renouveler. Qu'est-ce qui est destiné à ces gens-là? C'est des pères de famille aussi. Ce ne sont pas tout le monde... les fonctionnaires au Togo peuvent être comptés au bout des doigts. Ceux qui sont dans l'informel, qui aujourd'hui paient aussi des taxes. Quand nos mamans, nos femmes vont dans les marchés, ils payent des taxes, mais on ne les accompagne pas. Qu'est-ce qui les accompagne? Maintenant, les soins de santé dans nos différentes villes et villages, qu'est-ce qu'on propose? Le plateau technique, n'en parlons plus. Moi, je crois que c'est l'occasion où jamais l'état d'urgence doit permettre à l'État de renforcer d'abord les plateaux techniques. Entre-temps, réclamez pas le personnel de santé. C'est le moment.
tous ces milliards-là qu'on décrit, qu'on crie pour dire OK, on est en train d'acheter des vaccins, c'est bien. Mais on doit aussi dépenser ces milliards pour venir en aide aux pauvres, en renforçant le plateau technique. Entre-temps, on a dit la gratuité de l'école est décrétée. Mais entre-temps, j'ai lu le ministre qui a dit... Ce sont des efforts. Hein. Il a dit... Le ministre a dit les frais parallèles de 3 500. Donc, l'école n'est plus... Voilà, l'école n'est plus gratuite. Il faut faire des efforts. Il faut penser à l'augmentation des salaires des gens, le SMIC. Il faut toucher au SMIC. Je parle... Moi, c'est en cela, moi, je peux applaudir le gouvernement. Vous savez... Non. Quand notre premier ministre se réjouit d'avoir encore à gérer des milliards pour nous payer des vaccins et nous forcer. Moi, j'ai dit, les mots sont mal choisis. Je suis très déçu de ma maman. C'est ma maman. Ah oui, non, je suis très déçu d'elle. Parce que moi, j'ai dit, ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale, même si c'est une petite phrase, ça devait être dit à l'interne. Quelle est la phrase qui vous a déçu, monsieur Koseka? La phrase qui m'a déçu, c'est d'abord faire peur à la population. On ne gère pas. Non, ça doit être dit en réunion interne à la primature. Mais quand on va faire peur à la population, non. On n'est pas dirigeant pour faire peur. Même s'il faut le dire, non. Je dis, même s'il faut le dire, c'est en réunion de cabinet. Moi, on ne peut pas dire ça devant l'Assemblée nationale. C'est en réunion de cabinet. Donc, moi, j'ai dit, même le président Faure Gnassingbé n'a jamais dit quelque part, je vais faire peur au peuple togolais. Il n'a jamais dit. Aucun membre du gouvernement. Et puis, notre ministre de la Santé, il est praticien. Il est à fond sur cette histoire de Covid-19. Il y a un comité de suivi ou un comité scientifique qui travaille avec le président de la République. Il faudra qu'on leur laisse la communication pour demander à nos populations. Ensuite, si nous demandons aux gens de se vacciner, après la vaccination, ils doivent manger. Ils vont manger quoi? Après la vaccination, ils vont manger quoi? Le SMIC n'est pas touché. Le plateau technique de la santé n'est pas vu. Comment on dit là? Les villageois continuent de pas payer des taxes. Ils n'ont même pas l'eau à boire. Il n'y en a pas. C'est en cela qu'on veut voir l'État. C'est en cela qu'on veut voir notre chère maman. C'est en cela qu'on veut faire notre chère maman. En tout cas, l'exécutif l'a dit, personne ne sera écarté face à Covid-19. Mais non, pour la vaccination. Si on dit personne ne sera écarté, c'est pour la vaccination. Et les autres, les mesures d'accompagnement. Bon, merci. Mais c'est que... Non, je voudrais dire que les deux là sont devenus... On essaie de cannibaliser le sujet sur l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il est quand même question de parler de l'état d'urgence. Et je crois le sujet, ce n'est pas de parler des mesures d'accompagnement. Lui, il a dit qu'il faut l'état d'urgence. Voilà. Il dit qu'il est d'accord. Oui, c'est-à-dire que... C'est d'accord. Mais des mesures aussi. Oui, bien entendu. Ouais. Vous savez, lorsqu'une mesure s'exprime au bénéfice des populations, qui peut être contre? Qui peut être contre? Alors vous êtes contre parce que vous dites allez nous vacciner, mais pas nous trouver des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse manger. Non, vous parlez de crise, vous parlez du gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai pas participé. Je n'ai pas participé à la prise des décisions. Vous prenez une défense? Non, on va l'écouter. Je crois ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans un débat intellectuel où nous conceptualisons certains termes pour les expliquer, etc. Ouais. Je crois qu'il est question de parler de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui peut le fonder? Qu'est-ce qui peut le fonder? Est-ce que c'est opportun de décréter un état d'urgence en ce moment? Je crois lui, que il a dit que c'est la question, même maintenant, si entre-temps, et celui qui nous reçoit pose des questions liées à l'accompagnement, aux mesures d'accompagnement, je crois qu'on sera fondé d'en parler parce que ce que nous recherchons tous, justement, c'est ces mesures d'accompagnement. La dernière fois, ce qu'on avait dit, moi, je suis pas qualifié pour le dire, mais j'en suis demandeur, en tout cas. J'en suis demandeur, en tout cas, parce que je voyais beaucoup aussi à l'intérieur du pays, je vois ce qui se passe. Même à Lomé, ici, lorsque vous rentrez dans les quartiers, parce que généralement, quand les gens parlent, ils donnent l'impression que Lomé vit mieux que l'intérieur du pays. Lomé, vous trouvez les voitures, les grosses voitures, mais lorsque on vous dit qu'à Lomé, il y a 1 200 300 500 000 habitants, c'est peut-être ceux qui vivent très bien, on les connaît. Mais lorsque vous rentrez dans les quartiers,
lorsque vous rentrez dans les quartiers, lorsque vous visitez les gens, vous vous rendez compte si je passe. Mais cela n'a pas commencé en temps de Covid. C'est vrai que le temps de Covid est venu aggraver cette situation-là parce que la pauvreté, je ne dirais pas ambiante aujourd'hui, mais c'est qu'on constate quand même que la dernière fois, quelqu'un me disait que, avec un an d'état d'urgence, est-ce que nous allons, la cherté, les produits vont rester chers pendant encore un an? Voilà la similitude. C'est-à-dire que les gens font entre l'état d'urgence et la cherté de la vie. Il y a bien des gens qui pensent que l'état d'urgence entraîne, c'est l'état d'urgence qui entraîne. Mais je voudrais rappeler qu'on a toujours vécu sous état d'urgence, mais on ne se rend pas compte. Parce que les conséquences de l'état d'urgence, ce n'est pas, comme mon frère Napokura voudrait le démontrer, ce n'est pas, la cherté de la vie n'est pas liée à l'état d'urgence, mais à la situation générale que nous vivons en ces temps de Covid. Et on a besoin des mesures d'accompagnement. On en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer cela. Et je crois que sur des plateaux comme celui-ci, il faut faire des propositions au gouvernement lorsqu'on... On va entendre des propositions de Napokura. Oui, il ne faut pas que le confrère nous retire notre liberté d'expression. Tout à fait. Oui, non, il est en train de le faire. Ah ouais. Je l'ai fait. Oui. Moi, je parle de l'ordre de le développement. Écoutez, de la question qui est posée. On nous a demandé l'opportunité de l'état d'urgence. Et lorsque je chutais, je vous dis que l'état d'urgence plonge le pays dans une incertitude économique. Et l'incertitude économique ne peut qu'entraîner état d'urgence sanitaire. Sanitaire. Il faut le préciser. Mais sanitaire, aujourd'hui, placez pas les mots dans... C'est l'état d'urgence sanitaire. On est en train de parler de Covid, c'est sanitaire. Oui. Est-ce que vous voyez? Regardez. On a besoin de Depuis préciser combien cela. de temps les frontières sont fermées? Aujourd'hui, pour traverser les frontières, c'est la croix et la bannière. Et vous payez... C'est à cause de sanitaire, c'est ça, non? Mais si. C'est toujours sanitaire. Si. Quand vous traversez la frontière, ce que vous payez à la frontière dépasse ce que, par exemple, le poste de péage même engrange comme sous. D'accord? Ça, c'est l'indélicatesse des fonctionnaires. Ce n'est pas l'état d'urgence. Qu'est-ce que le gouvernement autrement fait pour régler ce problème? Le chef de l'État a visité une frontière ici. Lorsque vous quittez le Togo pour aller au Ghana, c'est à la frontière du Ghana que vous avez par exemple des problèmes. C'est maintenant que le phénomène prend de l'ampleur. Depuis un moment, et même hier, j'ai écouté sur des médias où on a parlé du port autonome de Lomé, où les gens ne viennent plus, les gens ont dévié les marchandises. Mais quand vous faites peur aux populations, quand vous faites peur à l'extérieur, parce que lorsque vous dites état d'urgence, et je vous le dis que depuis un moment, depuis les élections législatives, nous avons plongé le pays dans une incertitude où la banque ne peut plus financer des activités économiques, où le commerçant ne peut plus commander, d'accord, la marchandise, dire que je vais pouvoir le vendre. Donc, autant de choses. La preuve, on dit que le port aujourd'hui est vide et que les gens, quand les bateaux arrivent, les bateaux rentrent directement. Est-ce que vous voyez? Là, vous êtes en train de préparer. Oui, quel investisseur, vous donnez dans la caricature. Lorsque vous faites des affirmations, il faut en apporter les preuves. Nous sommes sur voilà. des accusations comme ça. Je voudrais... les statistiques. Excusez-moi, oui, j'accepte le débat contradictoire, mais je n'accepte pas qu'on dise que ce que je dis est faux. D'accord? Oui, allez, si vous ne savez pas... C'est une déclaration Si péremptoire. vous ne savez pas, taisez-vous. Je voudrais... Mais nous, je suis au niveau du après, vous irez chercher. Moi, je rentre dans les propositions pour accompagner. Moi, je profite de ce plateau pour faire... Je profite de ce plateau pour faire des propositions au gouvernement. C'est d'abord et avant tout réduire le coût du bol de maïs quand on l'amène au poulet. Il faut réduire ça, obligatoirement. Parce que le kilowattheure n'a pas connu de hausse de prix. Il faut réduire ça. C'était à 25 francs. Les gens ont amené ça à 125. Les gens ne trouvent pas à manger. Il faut ramener ça. Que la gratuité de l'école soit effective.
qu'on enlève cette histoire de cotisation parallèle, qu'on enlève ça, qu'on revoie le SMIC rapidement pour les gens. Parce que nous sommes... nous sommes je crois qu'on en parle maintenant. Non, il faut qu'on y va. Cotisation parallèle. Qu'on renforce les plateaux, qu'on renforce les plateaux techniques au niveau au niveau de la santé. Et qu'on revoie, qu'on encourage par des primes les personnels de santé, les personnels de force de l'ordre et de sécurité, qu'on les encourage, qu'il y ait des primes. Parce qu'ils sont aussi dans le projet de lutte contre la Covid. Que les journalistes, qu'on trouve de novices pour les journalistes, c'est les moteurs, vous savez, c'est les moteurs d'éducation de la masse. C'est les moteurs d'éducation de la masse. Qu'on leur trouve des primes, tout ce qu'il faut pour les encourager et les aider à faire mieux ce travail-là. Voilà. Il faut aussi penser aux enseignants. Il faut penser aux enseignants. Il faut penser aux enseignants. Non, écoutez, non, il faut penser aux enseignants. Parce que il ne suffit pas de trouver des vaccins, mais il faut que les gens mangent après le vaccin. Il faut que les gens se soignent du paludisme, des maux de tête, des maux de ventre après le vaccin. C'est important. Si d'autres ont les sous, les étrangers ont des sous, même s'il y a des autochtones qui ont des ressources financières pour aller se faire soigner ailleurs, la masse se trouve au Togo et sont dans les fermes. Qu'on reprofile aussi les voies. Les voies dans nos préfectures sont totalement désagrégées. Ça, là, on peut attendre un peu parce que il y a... Non, on ne peut pas attendre un peu parce que c'est le moment d'engager des milliards et que ces milliards aillent au profit de toute la couche sociale. Pour que ça... Et puis, que le ministère... voilà, écoutez, que le ministre du Commerce prenne son bâton de pèlerin pour aller dans les marchés, pour voir comment les prix spéculent. Aujourd'hui, à l'Occident, on a appris que les gens ont repris leur travail. Du moins, ce n'est plus fermé comme avant. Mais c'est maintenant, nos commerçants surenchèrent. Ils mettent des prix trop exorbitants. L'huile était à 1000 francs ou à 900 francs. Aujourd'hui, c'est à 1500. Tout ça là, à cause de Covid-19. Chris Ega. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui... On a encore... Oui. 5 minutes. Ah d'accord, 1 minute peut-être pour moi pour dire que aujourd'hui, vous savez, l'État-providence, il faut pas, c'est bien de rêver, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, l'État-providence n'existe pas. Il faut qu'en chaque circonstance, on apprenne à se surpasser. Et se surpasser, ça doit aussi être un engagement de l'État. Ce que moi je veux dire tout simplement, c'est que nous connaissons les biens de consommation courante. Lorsqu'on se lève aujourd'hui, on sait par exemple, nous sommes aujourd'hui, on a récolté tout récemment le maïs. Mais lorsque vous allez sur le marché aujourd'hui, le nouveau maïs coûte encore cher. On se demande pourquoi. Parce que nous avons, dans certaines parties du Togo, nous avons eu manque de pluie. Vous savez, il faut subventionner les biens de première nécessité. Et je crois que c'est de cette façon qu'on peut atteindre les couches les plus vulnérables. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur le marché aujourd'hui, tout coûte cher. Parce que les gens, c'est vrai, mon frère Kossigan l'a dit, surenchérissent. Parce que c'est en temps de crise comme ça que certains choisissent pour s'enrichir. Parce qu'ils font de la thésaurisation. Vous allez là-bas, ils disent que ce bien-là n'existe pas, etc. Je crois que ce contrôle de prix, non seulement, c'est-à-dire on ne va pas forcer les gens peut-être à dire que, ben, voilà, il faut diminuer le prix sur tel, mais lorsque l'État lui-même s'engage à assister les populations à travers des subventions sur des biens de première nécessité, le lait, le maïs. Pourquoi pas lorsqu'on part dans ça? Lorsqu'on sort son maïs, on dit c'est en temps de soudure. En principe, ça devait être aujourd'hui, en temps de Covid, tout le temps, que le maïs là doit être disponible. Ce maïs là, par exemple, ne doit pas être exporté. Et puis, il faut que... Voilà, c'est devenu comme un serpent de mer, on en parle, mais personne ne le voit. C'est vrai que certains le voient. Mais il faut que ce maïs-là, qui aujourd'hui doit arriver pour soulager les populations, coûte moins cher. C'est moins cher que pratiquement tout le monde ait accès à la chose. Parce qu'à défaut d'aller dans les couches pour distribuer de l'argent, ces biens-là, il faut que l'État subventionne. Le gaz, par exemple, doit être diminué si on veut qu'on l'utilise. Et de même que le carburant. Le carburant, par exemple.
Et qu'on réduise les coûts téléphoniques. Voilà, c'est ce que moi c'est aussi important. De première nécessité, si on veut que l'aide de l'État atteigne toutes les couches, surtout les couches les plus vulnérables, il faut que l'État mette la main à la poche aujourd'hui pour diminuer et aussi revoir les taux de douane pratiqués. Ouais. Francisco, Voilà. proposez. Non, vous savez, diminuer le prix du maïs, c'est bien. Est-ce que vous pensez... C'est une des mesures. Voilà, est-ce que vous pensez aux cultivateurs? Combien lui revient la production d'un bol, comme on le dit? Il faut y penser. Voilà, donc aucune agriculture ne peut réussir s'il n'y a pas de subvention directe aux producteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dépend de l'agriculture, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, les biens de première nécessité, ça ne se limite pas au maïs. C'est un exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais lorsque les frontières sont fermées, je vous l'ai dit, depuis un moment, les gens commandent peut-être par le Ghana, ou par le Bénin, le Nigeria. Oui, parce que venir par le port autonome de Lomé, ça leur revient cher. C'est pourquoi le port est désert. Bien, maintenant, quand les choses vont même rentrer par la frontière et que les frontières sont fermées et que les gens sont obligés de donner des dessous de ça pour traverser les frontières, mon ami, le prix de vente, c'est un prix de revient plus la marge. D'accord? Tout ça là, il doit intégrer, même les faux frais, il doit les intégrer pour fixer son prix de vente. Bon. Maintenant, lorsque nous parlons, écoutez, il ne faut pas qu'on prenne comme on doit faire le monde aux populations togolaises. Les populations togolaises sont de vaillantes populations qui ont souffert depuis la crise, la grève générale et illimitée jusqu'à ce jour. Ils se sont en sortis. Et l'OVC qui a été créé, c'était de l'argent que les gens ont passé par certainement d'autres moyens. D'accord? Ouvrez les frontières. Donnez les possibilités aux gens d'inventer des produits, d'investir. Mais tant que vous dites que vous allez demeurer dans l'état d'urgence, et encore, au lieu de faire peut-être 3 mois, on fait 1 an. 1 an, aucun investisseur sérieux ne viendra mettre son argent. Vous allez voir tous les projets, L'année que le Togo vient de passer, le Togo a eu a fait un bond en matière d'investissement. Je crois que c'est ça les statistiques dont les gens mais lorsqu'on fait des déclarations sans tenir compte de la réalité, c'est justement ce que vous faites. C'est de la désinformation. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'investissement, la masse d'investissement a bondi. Il y a eu plus de confiance des investisseurs en 7 ans. C'est pas le Togo qui le dit. Dangote ou bien qui? Allez, ça a été. Non, donnez-nous parmi tant d'autres. Ça vaut la peine de maintenir cette équipe pour tous les jeudis. Oui, quand on n'a pas. Non, mais c'est-à-dire, lorsqu'il fait des affirmations, ce à quoi je mes grands frères, On va terminer. je voudrais parler au nom des jeunes. Pour chuter, moi je demande au gouvernement trop de mesures qui sont en train de prendre, ça nous amènera nulle part. Et de deux, je demande à tous les Togolais d'aller se faire vacciner. Moi, de toutes les façons, c'est ma part. Moi, j'ai pris ma part, mes 2 doses. Sur les 20 milliards, moi, j'ai pris mes 2 doses. Toute ma famille a pris sa dose. Je demande à tout le monde d'aller prendre. Il n'a pas fini de chuter, il ne finit pas chuter sur lui. Non, c'est pour dire que dans des débats comme ceux-ci, nous devons aussi apprendre à accompagner nos affirmations par les statistiques pour éclairer l'opinion. Je lance un appel solennel à tous les jeunes, toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons, à adopter la vaccination et aller se faire vacciner. En attendant, quand nous demandons aussi au gouvernement de penser à mettre sur le tapis les mesures d'accompagnement. C'est très important. Président de Alliance Jeunesse Développement, merci beaucoup à vous. Merci également à Chris Ega, directeur de publication de Express Info, Francisco Napokura, directeur de publication du bimensuel Tampa Express. Merci à vous. Ça a été, on ne peut plus intéressant. On se retrouve jeudi. D'accord. Le rendez-vous est pris. D'accord. Il faut qu'il soit là. Non, frère.